On est ensemble sur Sud Radio pour les débats d'actualité avec Sophie de Menton, aujourd'hui chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Thomas Bonjour Porte, Valérie. conseiller politique, vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Bonjour. François Monboisse, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour François. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Alors, Éric Zemmour se prépare-t-il à la présidentielle? C'est ce que semble savoir Paris Match. C'est à la une également de Valeurs Actuelles. En tout cas, ça semble se préciser. On va en parler. Qu'en pensez-vous? Quelles seront les conséquences d'une candidature d'Éric Zemmour? Le variant Delta qui explose. Est-ce qu'il faut prendre de nouvelles mesures et vite? Et puis, dans le même ordre d'idées, le pass sanitaire doit-il être étendu à de nouvelles activités? On en parle dans un instant. On va commencer avec notre tour de table. Commençons avec vous, Nicolas Corato. C'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule de début d'été. J'ai appris, comme bien d'autres, que Manuel Valls allait rejoindre à la rentrée les chaînes RMC et BFM TV comme chroniqueur récurrent plusieurs fois par semaine dans diverses émissions pour commenter l'actualité. Alors, moi, j'ai pas de difficulté avec la vie nouvelle de Manuel Valls, entre l'Espagne et la France, entre la gauche et la droite. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est bien, normal qu'un ancien Premier ministre, qui a le droit de faire et de vivre sa vie, finisse chroniqueur sur une chaîne d'information continue, et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Moi, ça me pose quand même une difficulté sur, quand on parle d'autorité, quand on parle de respect républicain, on a l'habitude que nos anciens ministres soient d'une certaine manière un peu en réserve. Alors, sauf quand ils se réimpliquent dans la vie politique et qu'ils veulent revenir, mais généralement, ce sont des gens dont la parole est assez rare et qui ne font pas les gros titres de la presse tous les jours ou qui ne commentent pas l'actualité directement à la télé. Moi, ça me pose une petite... Alors, c'est peut-être très ancienne école ce que je dis, mais je pense qu'à l'heure où on voudrait rehausser le niveau de la République et rehausser le niveau de nos élus, je pense que Manuel Valls n'y participe pas et je le regrette. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même pour info que Lionel Jospin, François Hollande ont participé à des émissions sur LCI, si je ne m'abuse. Ils ont été, Éric Revel avait fait venir à l'époque. Attendez, ancien Premier ministre, ancien président de la République, et puis Roselyne Bachelot. Alors elle a été ministre de la Santé, qui a participé à une émission de variété sur une autre chaîne. Non, mais c'est pour information, je vous dis ça. Bien sûr, et vous avez raison de le préciser, Valérie, c'est tout à fait juste. Là, ce qui est quand même, c'est un ancien Premier ministre qui devient finalement chroniqueur récurrent d'une chaîne d'information continue. Moi, je suis pas certain que ce soit la place d'un ancien Premier ministre. Mais encore une fois, c'est peut-être une réaction très épidermique et très ancienne école. Je suis peut-être plus du tout à la page. Ouais. Je ne sais pas. Sophie, vous êtes d'accord? Ah, mais je suis d'accord à 200%, et je suis d'ailleurs plus sévère que Nicolas Corato, parce que d'abord je suis déçue, éminemment déçue. Je trouve que Manuel Valls avait un recul, il a pris un risque en allant en Espagne, il est revenu, il a essayé de s'introduire un peu dans le débat politique. C'est une déception immense, je veux dire, il va à la soupe, il bouffe à tous les râteliers. Je veux dire, c'est violent ce que je dis, mais c'est un peu à la hauteur de ma déception. Il devient chroniqueur. En plus, la collusion entre le politique et les médias, on s'en plaint toute la journée. Et les médias ont tort parce qu'ils sont aujourd'hui vraiment très critiqués par les Français. Ils sont tombés à un taux de crédibilité et d'affectio societatis à 15%. Donc ça, ils continuent, ils n'ont pas compris, ils continuent la collusion. Après, on s'étonne, puis il va revenir en politique après, il se fait une notoriété sur une chaîne. Quant à Roselyne Bachelot, je peux en parler puisque j'étais dans son émission. Elle avait complètement tout terminé, elle était sur iTélé, pas iTélé, excusez-moi, LCI. Non. Et C8 aussi. C8, elle était dans une émission avec Laurence Ferrari, une émission de variété absolument. Plutôt. Et donc, moi, j'étais dans une émission qui n'était pas de variété, qui était de commentaires.
mais elle était complètement sortie de là, elle ne voulait plus du tout aller dans la vie politique, elle est une personnalité truculente, bon, on comprenait un peu, c'était fini. Et Luc Ferry, votre ami, et Luc Ferry, votre ami, qui est sur LCI tous Luc Ferry, mon ami, qui ne reviendra pas dans la vie politique, qui est un écrivain, qui est avant tout un philosophe, qui s'exprime, et heureusement qu'on a des philosophes et des écrivains qui s'expriment à l'antenne, qui sont cultivés, qui nous donnent une analyse de la situation. Ça n'a rien à voir, et je me réjouis que Luc Ferry soit à l'antenne. Alors, Thomas Porte, vous en pensez quoi? Ouais, je partage ce que vient de dire Sophie. Manuel Valls, Thomas, d'accord avec Sophie, ça c'est... mais Emmanuel Valls, il nous a habitués à tellement retourner sa veste qu'il ne sait plus où il se trouve. On se rappelle il soutenait, il participait à la primaire de gauche, puis après il a soutenu Macron, il a été élu député, il est parti en Espagne, maintenant il revient chroniqueur sur BFM. Bon, ça ne participe pas non plus à la crédibilisation des élus. Je partage ce qui a été dit aussi avant, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'irrespect de la parole donnée, d'aller là où il y a une place pour avoir un peu de visibilité. Il va se servir de ça pour essayer ça va être qui va commenter l'actualité? Manuel Valls, le Premier ministre, Manuel Valls, le député, Manuel Valls, le candidat aux élections en Espagne. Bon, tout ça n'est pas très sérieux et c'est un peu dommageable, mais bon, l'image d'Emmanuel Valls est tellement abîmée que bon, voilà, c'est pas très important. À mon avis, c'est pas le fait le plus important de la vie politique de ce pays. Non, mais c'est un fait quand même important. Je pense que Nicolas a raison. C'est pas anodin non plus qu'un homme politique arrive comme ça sur une antenne pour commenter l'actualité alors qu'il est encore dans la vie politique. Je crois qu'on va marquer une pause tout de suite parce qu'après, je crois que les coups de gueule vont susciter un certain nombre de débats, en particulier pour Sophie et Thomas, je crois. À tout de suite. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Thomas Porte, conseiller politique. Vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. François, je ne vous voyais pas sur mon écran pour ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Voilà, savoir, vous en pensez quoi de Manuel Valls à la télé, à la radio? C'est un peu désolant parce qu'effectivement, d'abord, il a été Premier ministre, c'est quand même pas un homme politique un peu ordinaire ou un ministre. Et puis, il est encore très jeune. Ce qui a été dit par Sophie est juste. Quand Roselyne Bachelot était allée sur la radio, elle pensait, je pense, que sa carrière était finie, elle l'avait dit. Et Manuel Valls, on le voit mal commenter autre chose que la politique. Donc, c'est quelqu'un d'encore actif dans le monde politique. C'est ça qui est gênant, je trouve. Ouais. Alors on continue, alors on va parler évidemment du variant Delta qui explose avec des nouvelles mesures qui pourraient être prises, avec la question autour du pass sanitaire, et puis Éric Zemmour qui, vous l'avez vu ce matin, affole la presse. Il est à la une de Valeurs Actuelles. Match lui consacre pas moins de 6 pages, une enquête sur sa candidature qui semble quasi certaine. Donc on reviendra sur les conséquences de cette candidature. Je voulais faire un coup de cœur pour Jean de La Fontaine qui naissait aujourd'hui, il y a 400 ans. Jean de La Fontaine qui est toujours très présent encore dans nos cœurs et dans l'actualité. Je vous conseille de relire La Peste, les animaux malades de la peste. C'est assez intéressant. Donc voilà, coup de cœur pour Jean de La Fontaine. Une fois n'est pas coutume. Thomas Porte, vous, c'est un coup de gueule? Ouais, c'est pour la situation de nombreux lycéens partout dans le pays qui se retrouvent sans possibilité d'être dans des classes, parce qu'on a découvert par exemple à Paris au lycée Maurice Ravel où il y avait une trentaine d'élèves qui ont reçu par simple mail le fait qu'ils ne pouvaient pas avoir de place en première. On leur proposait d'être déplacés à 50 minutes de chez eux, ou au lycée Rabelais qui ne dispose toujours pas de locaux. C'est aussi le cas dans le sud-ouest. Chez moi à Agen par exemple, on a des classes entières, on a des élèves qui ne sont pas acceptés, on les déplace à 1 heure de transport ou sans solution. Donc on sort quand même d'une période de crise sanitaire où les élèves ont été dans une situation catastrophique pour un très grand nombre d'entre eux, avec une école à distance et une rupture véritable d'égalité sur l'accès à l'éducation. Et on va continuer avec des dispositions qui n'ont pas été prises par le ministère de l'Éducation et par Jean-Michel Blanquer qui continue de détruire l'éducation nationale. Pourquoi ils n'ont pas lycée? Parce que les classes sont chargées. Parce qu'il y a trop d'élèves dans les classes, on n'a pas embauché assez d'enseignants, on n'a pas mis à disposition le cadre qu'il fallait. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez des alertes partout sur le territoire des élèves qui n'ont pas de place dans des lycées. Et c'est pas sérieux de proposer à des élèves de les déplacer à 50 minutes de chez eux par un simple mail en plus, sans aucune autre explication. François Monboise, vive le privé.
François Monbois, c'est un coup de gueule? Oui, sur la CNIL. Pardon. Donc, le rôle de la CNIL, c'est de protéger l'utilisation des données personnelles. Et les médecins souhaitaient savoir parmi leurs patients quels étaient ceux qui étaient vaccinés et pas vaccinés, puisqu'il pouvait y avoir des patients qui s'étaient vaccinés directement en allant dans un centre et les médecins n'étaient pas au courant. Alors déjà, il a fallu, je crois, 1 semaine pour que la CNIL donne son accord ou pas. Et dans l'accord que donne la CNIL, il y a cette phrase hallucinante, je trouve. Il faut que les médecins informent et sensibilisent, mais il ne faut pas que les médecins essaient de convaincre les patients de se faire vacciner. Donc, je trouve qu'on marche vraiment sur la tête. D'abord sur le fait que la CNIL interfère comme ça dans la donnée, et puis on a une pandémie mondiale, l'OMS dit de se vacciner, et on demande à des médecins de ne pas essayer de convaincre le malade de se vacciner. Donc je crois que les médecins, d'après ce que j'ai entendu, rient de ça et vont bien évidemment utiliser les données pour essayer de convaincre les gens de se vacciner. Mais je trouve quand même aberrant qu'une autorité administrative écrive des choses comme ça sans se rendre compte du ridicule, quoi. Ouais. Vous en pensez quoi, les uns les autres? C'est évidemment dramatique et ça fait partie de ce que les Français ne comprennent plus dans tous ces organismes étatiques, entre guillemets. C'est l'absence de bon sens, l'absence de cohérence. Et quelle est la personne qui a décidé, ah oui, on va dire aux médecins de ne pas convaincre? D'autant plus qu'on avait dit qu'il fallait que les patients soient totalement informés avant de se faire vacciner et qu'il y avait un devoir du médecin, je ne sais plus comment ça s'appelait, y compris pour les personnes très âgées. On devait passer du temps pour les informer sur le vaccin. On ne peut pas informer de façon objective, entre guillemets, sur un vaccin, surtout quand on va le faire. Donc tout ça n'a aucun sens. Mais c'est terrible parce que le clivage continue de tous les côtés. Alors, quelle est votre position, Thomas Porte, là-dessus? Je crois que c'est quand même dans une période où tout le monde appelle avec responsabilité à vacciner largement, puisque c'est quand même la solution pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Demander aux médecins de ne pas convaincre de vacciner, bon, ça paraît surréaliste. Je partage. Je ne sais pas qui a pris cette décision sur un coin de table. La CNIL, oui, c'est la CNIL. La CNIL, oui. C'est une décision collégiale. Oui, qu'est-ce que la CNIL, oui, Nicolas? Ça pose la question. Alors, c'est vrai que dans une période de stress et d'épidémie, on voit bien que le droit paraît parfois un peu déconnecté de la réalité de ce que vivent nos concitoyens, de ce que nous vivons tous. Cette histoire pose aussi la question de ces fameuses autorités administratives indépendantes, comme la CNIL, le CSA ou d'autres, qu'on a créées de manière pléthorique dans les années 80-90, qui sont effectivement indépendantes, mais qui sont indépendantes y compris du moindre contrôle démocratique. C'est-à-dire que ces autorités qui ont quand même beaucoup de compétences fonctionnent sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle citoyen, à part celui d'être nommé par le président de la République ou les présidents des chambres. Et ça pose quand même une vraie question sur notre démocratie. Quel est le rôle de ces autorités administratives indépendantes et est-ce qu'on veut vraiment fonctionner comme ça? Est-ce que les citoyens ont choisi de fonctionner comme ça, avec des autorités qui finalement ont un impact important sur leur vie quotidienne, mais qu'ils ne contrôlent pas démocratiquement? Moi, ça m'a toujours posé une question. Moi, ce qui me sidère, alors évidemment, j'ai beaucoup d'auditeurs contre moi par rapport au vaccin, mais Richard nous dit « Je ne suis pas un cobaye, il ne changera rien, suffit de regarder Israël, nous savons, autorité sous Sloubi. » Bon, Israël, je vous rappelle qu'il n'y a eu qu'un mort du Covid depuis quelques semaines, qu'il y a effectivement une augmentation des cas, mais qui ne sont pas sur des gens, qui ne sont pas des cas graves. C'est quand même important de le dire, de ne pas se retrouver en réa, c'est quand même important. Et puis sur ce mythe du vaccin qui est un vaccin expérimental, je le dis à chaque fois que je peux le dire, ce n'est pas un vaccin expérimental. Je vous conseille d'aller sur Twitter voir le témoignage de Frédéric Lagarce qui dit « Ras-le-bol d'entendre certains dire qu'ils sont des cobayes pour le vaccin. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Ces premiers vaccins ARN ont été proposés par une équipe de la PHP en 1993. Cette date est celle où l'efficacité est démontrée chez l'animal déjà contre un virus. En 2000,
2018, Moderna et BioNTech avaient déjà fait des essais cliniques sur l'homme dans le domaine de la cancérologie. Bref, ce sont des vaccins qui, depuis 10 ou 15 ans, sont déjà testés. Et donc, renseignez-vous. Et on ne fait pas de propagande. Je ne suis pas payé par les lobbies. Et il n'y a qu'à voir que les pays vaccinés ont quand même, s'en sortent quand même mieux. Le Japon vient d'annoncer qu'il fermait complètement le pays à 15 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et il n'y a que 15% de la population qui est vaccinée. François Monboisse? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, l'OMS dit avec raison qu'un des gros soucis, c'est que beaucoup de pays du tiers-monde n'ont pas de vaccin, n'ont pas accès aux vaccins, dont l'Afrique, et c'est vrai. Et nous, on a des vaccins, mais il y a des gens qui ne veulent pas les utiliser. C'est hallucinant cette histoire. Oui, et des vaccins gratuits. Et des vaccins gratuits. On le rappelle que la France. Oui. Alors on les payera. Oui. Vous allez me dire, on finit toujours pas payer, mais les tests et les vaccins sont gratuits, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays. Alors Richard me répond, mais qui sera responsable s'il m'arrive quelque chose? Alors regardez le bénéfice-risque. Je pense que vous devriez plutôt réfléchir à ce qui peut se passer si vous attrapez le virus, qui n'est pas forcément mortel si vous n'avez pas de comorbidité. Mais il y a quand même 20% des gens qui ont eu le Covid qui aujourd'hui développent des formes longues. On a un de nos auditeurs, Frédéric, qui est à l'hôpital, qui n'avait pas de comorbidité, qui a 44 ans et qui est à l'hosto depuis maintenant, je crois, 3 mois. Sophie. Un petit mot pour ma belle-mère qui a 94 ans, qui est chez elle, qui ne sort pas, qui n'a pas été vaccinée puisqu'elle ne sort pas, et qui a changé d'infirmière. L'infirmière n'était pas vaccinée. Ma belle-mère est à l'hôpital ce matin avec le Covid. Ouais. Et je veux dire, il y a un moment où c'est pas supportable. Exactement. C'est pas supportable. Voilà. Heureusement, il semble qu'elle n'ait pas une forme grave, touche du bois, mais c'est invraisemblable. Pourquoi n'était-elle pas vaccinée? Pourquoi n'était-elle pas vaccinée? Elle a 94 ans et elle ne sort pas de chez elle. Oui, mais donc on a, elle a dit non, elle ne sort pas de chez elle, bon, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on vaccinerait? Alors effectivement, n'importe quel vaccin, même des médicaments anodins, à 94 ans, ça peut déstabiliser. On ne l'a pas fait encore, voilà, c'était pas un refus. Mais elle ne sort pas de chez elle. Alors la question, alors Sylvie me dit, vous ne répondez pas qui est responsable en cas de suite, vous ne répondez pas. Mais qui est responsable quand vous faites traverser, quand vous traversez la rue? Qui est responsable quand vous prenez du Doliprane? Qui est responsable? Je veux dire, ça suffit. Cette peur de toujours vouloir que quelqu'un porte le chapeau. Oui. Pardon, non, Sophie, je vous coupe. Non, mais je pense qu'il faut. C'est compliqué de répondre à tous ces citoyens qui doutent ou qui s'insurgent. Bon, il y a aussi des réalités. Moi, je pense d'abord où on en serait si on n'avait pas de vaccin aujourd'hui. C'est-à-dire que, franchement, moi, je pose la question à tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Imaginons que nous n'ayons pas eu ces vaccins. On n'en a pas eu un. On en a eu plusieurs. C'est inimaginable en termes de recherche, en termes d'esprit humain. Enfin, on devrait se féliciter, se réjouir que le monde entier soit mobilisé, que les chercheurs aient trouvé non pas un vaccin, mais plusieurs. Où on en serait si on n'avait pas de vaccin aujourd'hui? Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner comptent sur les autres. À quoi ressemblerait le monde et l'avenir de nos enfants, pour être très clair, si on n'avait pas de vaccin aujourd'hui? La deuxième chose, ensuite, il faut répondre pied par pied. Oui, il y a des clauses d'exonération de responsabilité des entreprises pharmaceutiques dans les approvisionnements de vaccins, parce qu'effectivement, tout s'est fait dans l'urgence et que ces entreprises ont voulu limiter leurs responsabilités. Oui, les États, et notamment la France, en Union européenne, a pris la décision d'endosser une partie de la responsabilité qui normalement revient au laboratoire pharmaceutique. Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce que l'urgence ne le demandait pas? Moi, j'ai pas de difficulté en tant que citoyen à voir que mon État a pris cette décision, que je trouve une décision modérée, mesurée, responsable. Mais moi, j'ai pas de problème. Il faut pas nier la réalité. Bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr qu'on ne sait pas. Peut-être que dans un an, on nous dira qu'il faut une 3e dose. Peut-être que dans 6 mois, on nous dira qu'il faut une 3e dose. Mais là-dessus, je veux dire, si on ne fait plus confiance même en la science, alors on n'est pas prêt de sortir de la crise. La peste, ça a duré 500 ans. Pendant 500 ans, le monde a été malade de la peste. Et des gens sont morts pendant ça. Là, on a trouvé
une voie d'espoir et de solution au bout de 6 mois. Je dis, l'humanité devrait s'en réjouir et se dire que finalement l'homme a encore un avenir sur cette planète. Franchement, je ne comprends pas ce débat sur la responsabilité et sur le bénéfice-risque. C'est même plus une question de civisme, c'est une question de bon sens. Moi, si plus personne ne croit en la science, on n'a plus rien à faire ensemble. On retourne dans notre caverne et on fait un feu de bois. Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens tout ça. Muriel, une auditrice me dit « Désolée, je ne signerai pas mon consentement. » D'abord, on ne vous demande pas de signer. Ça, c'est encore une fausse information. Pourquoi tout est caviardé? Il n'y a rien de caviardé. Que cache-t-on? Pourquoi aucune transparence? Pourquoi tous ces mensonges d'État depuis la pandémie? Rien n'est caviardé. Vous ne signez rien. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un organisme qui s'appelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui est responsable quand il y a des accidents médicaux. Donc voilà, on ne convaincra personne. Mais renseignez-vous. Et puis Valérie, les chiffres de la surveillance vaccinale sont en open data, sont transparents, sont publics. Oui. Regardez les données en France, regardez le très peu de cas d'effets secondaires graves dans notre pays. Et je ne parle pas du monde. Ça, c'est public, c'est pas caviardé. Et alors, je veux bien que tout le monde mente, mais à ce moment-là, si tout le monde ment, encore une fois, on n'a plus rien à faire ensemble. Allez, on marque une pause. Alors, Muriel nous dit, si j'ai bien écouté André Berkoff et ses différents invités sur le caviardage à Bruxelles, c'est une fausse information. André Berkoff, je crois, est revenu. En tout cas, ça a été démenti. C'était une fausse information, je vous l'assure. Voilà, à tout de suite. Et on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Sophie de Menton, Nicolas Corato, Thomas Porte et François Monboisse. Il y a pas mal de François dans l'émission. Sophie, vous n'avez pas fait votre coup de gueule? Sophie, non, vous êtes là? C'est un coup de gueule qui va susciter des réactions, j'en suis consciente, et pourtant, il est important. Vous avez vu que récemment, la Samaritaine, qui est un endroit de luxe par définition, a été attaquée, c'est le cas de le dire, par le mouvement Attaque. Et à la veille, si l'on peut dire, du magazine Challenge, qui aujourd'hui, comme tous les ans, fait en une son classement sur les 500 plus riches en France. Et je voudrais dire que, évidemment, les critiques, comme tous les ans, vont commencer. Elles vont être Je pensais que ce serait le coup de gueule de Thomas Porte, pour tout vous dire. Mais non, mais attendez, parce que moi, on hésite entre le coup de cœur et le coup de gueule. Moi, le coup de gueule, c'est qu'on gueule contre les riches. Le coup de cœur, c'est pour les riches qui créent des emplois, des entreprises dans le monde entier. Et c'est surtout, je voudrais essayer de faire de la pédagogie. Je veux dire que je comprends, et la misère est insupportable, et les pauvres aussi. Je ne veux pas qu'on tue les riches, je veux qu'il y ait moins de pauvres. Je veux dire, ce n'est pas du tout pareil. Et il y aura beaucoup plus de pauvres si on tue les riches. Il faut savoir que... Mais les riches pourraient être un petit peu moins riches, non? Non, pourquoi voulez-vous qu'ils soient moins riches? Ça fait moins de salariés. Il y a 3500 emplois créés chaque année par Bernard Arnault. Il est premier, pardonnez-le. Il est deuxième fortune mondiale, je crois, ou première, je ne sais plus. Et c'est devenu l'ennemi public numéro 1. C'est insupportable et je voudrais que les Français comprennent que pour s'enrichir, il faut que eux-mêmes, les pauvres, qu'il y ait des riches. C'est eux qui créent le luxe, c'est eux qui font que la Samaritaine existe, c'est eux qui font que les marques de luxe existent. S'il n'y a pas de marques de luxe dans le monde, il y a des emplois en moins, il y a un véritable déficit économique. Et je ne comprends pas, on en est resté à couper la tête des riches. Et le Bercy est encore en train d'essayer d'écréter. Il va y avoir d'ailleurs une mesure qui va être prise encore pour que ceux qui éventuellement se sont un peu enrichis puissent payer plus d'impôts. Et c'est assez révoltant parce que, par contre, l'État, lui, peut s'enrichir indéfiniment et redistribuer mal une richesse, alors que quand un riche s'enrichit, il la redistribue bien, cette richesse. Il la redistribue aussi bien d'ailleurs en consommant lui-même, pourquoi pas. Il ne peut pas de toute façon manger du caviar au petit déjeuner. Donc, il va acheter, il va investir dans les entreprises, il va être un mécène. Et c'est vrai que notre époque de mondialisation fait que le niveau des fortunes est immense et que parfois, c'est peut-être ça le problème. Aussi important, mais problème oui, mais c'est pas en les imposant, en les insultant et en disant c'est un scandale qu'on va enrichir des pauvres qui sont d'ailleurs beaucoup moins pauvres, il faut le dire qu'autrefois. Élève Porte, est-ce que maîtresse de Menton a été pédagogique? Pas assez. Parce que vous avez, Thomas, soutenu l'attaque contre la Samaritaine.
Si on peut qualifier ça, j'ai entendu attaque, dégradation. Enfin bon, je rappelle quand même que c'était de la peinture à la gouache, donc il faut quand même aussi avoir la mesure des choses. Et quand j'entends que c'est la question, c'est pas est-ce qu'on a le droit d'être riche dans ce pays, c'est la question du partage des richesses et de la répartition. Et on parle de Bernard Arnault, mais qui crée des emplois, mais je rappelle quand même que le groupe LVMH a supprimé dans le monde quasiment 12 000 emplois l'année dernière, 880 en France. Donc c'est ça la réalité. Vous avez remarqué qu'il y avait une crise, hein? Oui, mais ça n'a pas empêché d'avoir sa fortune qui a augmenté de 62 milliards d'euros. Donc c'est ça aussi la réalité. Donc on s'enrichit, on va verser quand même des dividendes en augmentation de 25% dans le groupe LVMH. Donc c'est ça la réalité. On nous explique que cette personne-là, attendez, laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé, s'est enrichie de façon extraordinaire, mais en parallèle, elle supprime des emplois. Donc c'est ça qu'on pose comme question. C'est aujourd'hui, il y a une certaine forme d'indécence. On a quand même des grands groupes, et je dépasse Bernard Arnault, qui ont touché des milliards d'euros d'argent public sans contrepartie, qui vont reverser des dividendes à leurs actionnaires, qui suppriment des emplois dans les territoires. Donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'une personne ait une fortune qui explose à un tel niveau, qui est une somme totalement indécente, quand elle supprime des emplois. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a parlé de profiteurs de crise. Et on n'a pas du tout dégradé la Samaritaine. Donc, pardon, j'entendais Éric Piolle dire c'est pas une attaque. Je voudrais voir pour la tête qu'il fera si on lui barbouille sa mairie. C'est de la dégradation. Je suis désolé, c'est de la dégradation. Ben, vous pensez quoi des 880 personnes qui ont été licenciées par le groupe de LVMH? Mais c'est pas la réponse. Vous pouvez aussi appeler à pendre les patrons. Enfin, je veux dire, c'est pas une réponse, la violence et la dégradation. Vous m'avez jamais entendu appeler à pendre un patron. J'ai jamais tenu ce discours et je le tiendrai jamais. C'est pas ma position du tout là-dessus. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? Alors attendez, je voudrais que Nicolas... Juste un mot, pour aller dans le sens pour essayer de se mettre d'accord, le mouvement éthique que je préside, qui est un mouvement patronal, nous avons décidé de travailler, c'est mis en place dans énormément d'entreprises, de faire des salariés des actionnaires. Et là, ça va vous embêter, parce que les salariés soient actionnaires, ça veut dire qu'ils vont toucher des dividendes. Oui, il faut qu'ils touchent le fruit de leur travail, oui, il faut qu'ils touchent des dividendes. Le dividende n'est pas un mot honni, c'est ce qui permet aux entreprises de grandir. Et quant à supprimer des emplois, il y a un équilibre. Vous ne pouvez pas indéfiniment créer des emplois pour qu'une entreprise grossisse à cette taille-là. Eh bien oui, il y a une année, un moment où on en supprime et on en crée immédiatement d'autres. Je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui des emplois LVMH, mais je peux vous garantir que le taux d'emploi créé dans le monde, la richesse développée pour la France, et ce qu'il peut faire au niveau des impôts, et ce qu'il peut faire aussi bien pour Notre-Dame que pour le sanitaire, je veux dire, il faut quand même aussi mettre ça dans la balance. Nicolas puisse parler, François Monbois. Je voulais répondre à la camarade de Menton, parce que effectivement, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, c'est pas les oboles de Monsieur Arnault qui font sa qualité de citoyen. Moi, j'ai absolument rien contre Bernard Arnault. Je suis même assez admiratif de son parcours, de ses réalisations. Le sujet n'est pas là et je pense qu'effectivement le vrai sujet c'est la redistribution. Dans notre pays aujourd'hui en France depuis le quinquennat Macron, il y a un dispositif fiscal qui s'appelle la flat tax dont on parle assez peu. La flat tax, c'est un dispositif qui permet de plafonner l'imposition sur les dividendes que vous percevez à 30%, tout compris, sans aucun plancher. C'est-à-dire que vous versez 1 euro de dividende, c'est imposé à 30%, mais vous en versez 100 millions d'euros, c'est imposé à 30% également. Ce sujet, par exemple, moi je pense que c'est un sujet de débat public et qui pose la question de la redistribution des richesses. Aujourd'hui, en France, et c'est politique, on a décidé de moins taxer le capital que le travail. Et je pense que ça devrait résonner dans l'esprit de tous ceux qui travaillent et qui n'ont pas la chance de percevoir du capital. Parce que Sophie, je suis d'accord, l'actionnariat salarié, ça existe et moi j'y suis assez favorable et on pourrait le développer, mais il faut reconnaître aujourd'hui que malheureusement, la réalité c'est que les Français vivent d'abord de leur travail et d'un salaire plutôt que de versement de dividendes. Et puis j'ai une dernière anecdote, moi sur Bernard Arnault. Oui. Moi je me souviens aujourd'hui, parce que j'étais en CDD quand j'étais étudiant à la Samaritaine, ancienne version, je me souviens moi du rachat par LVMH de la Samaritaine, je me souviens moi des salariés de la Samaritaine qui se sont retrouvés sans emploi parce qu'on leur avait vendu une nouvelle version de la Samaritaine et qui s'est transformée finalement en projet immobilier. Je me souviens quand même de la casse sociale qui a prédéterminé ce qui est devenu la Samaritaine aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que derrière ce nouveau palace et ce nouveau complexe immobilier et commercial, il y a eu aussi beaucoup de licenciements et beaucoup de douleurs humaines. Et il y a aujourd'hui 3500 personnes qui sont embauchées. C'est un magasin qui était vétuste, qui devait fermer. Donc on ferme un magasin. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les employés
travailler dans un magasin vide. Enfin, il y a un moment, il faut aussi avoir une logique économique. Vous parlez de projet immobilier, donc c'est dans votre vocabulaire aussi quelque chose d'assez dénigrant, puisque vous en faites de la spéculation immobilière. On a rouvert 2 grands magasins, donc on peut aussi le voir sur cet aspect-là. Donc on peut dire oui, effectivement, quand la Samaritaine a fermé, des salariés ont été licenciés. Mais on va y revenir. Je voudrais avoir le point de vue de François Monpas sur le sujet. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, depuis quelque temps, nos coups de gueule et coups de cœur, enfin vos coups de cœur et coups de gueule nous prennent pas mal de temps. François, sur ce que disait Sophie et les réponses apportées par Nicolas et Thomas, vous en pensez quoi? Oui, je voudrais parler d'abord de la façon de faire d'Attaque ou Greenpeace, parce que c'est toujours la même en fait. C'est un événement visuellement très fort avec des grues, de la peinture, etc. Et on convoque les médias. Donc si les les médias ne veulent pas le relayer ou critiquer, c'est très simple, il suffit de ne pas en parler. Si vous regardez la vidéo d'Attaque, ça se passe à 6h du matin, visiblement, il n'y a pas un chat dans les rues. Donc si on n'en parle pas dans les médias, on n'en parlera pas. Leur seul espoir, c'est qu'on en parle dans les médias et c'est vrai. Moi, ce que je trouve, c'est que le message politique est quand même un peu indigent, parce que c'est juste montrer les 4 photos de Bernard Arnault, Pinault et je ne sais qui en disant « ils sont riches », comme si le seul problème, c'était qu'il y ait des gens qui soient très riches. C'est évident que les fortunes de ces gens sont indécentes et énormes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on croit que simplement, si ces gens sont moins riches, l'humanité vivra mieux? Ça ne marchera pas. Bernard Tapie, vous vous souvenez, avait un théorème en disant c'est pas en faisant maigrir les chats gras qu'on fait grossir les chats maigres. Il y a cette croyance qu'il suffit de faire... Pourquoi ils sont riches? Ils sont riches parce que le cours de l'action a monté. Et pourquoi le cours de l'action LVMH a monté? Parce que les Chinois ont acheté des sacs Vuitton. C'est pas de la faute de Bernard Arnault. Et sur l'emploi, je ne connais pas la situation cette année, mais globalement, le groupe LVMH embauche chaque année. Donc c'est un groupe qui croit. Et on dit qu'il n'y a pas eu de violence. Enfin, il y a quand même eu des femmes de ménage qui ont dû tout nettoyer après. Parce que... Donc je ne vois pas bien l'intérêt de ce genre de manifestation dont le message est quand même assez pauvre, qui est simplement de dire il y a des gens qui sont riches. Oui, c'est vrai. Allez, sur la flat tax, c'est européen la flat tax. Hein. On ne peut pas être en France les seuls à taxer le capital plus que tout le monde. Parce que c'est européen, mais c'est européen, mais ça n'existe que depuis 4 ans en France. Avant, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que les actionnaires, ils partaient à l'étranger. Ah, très bien. Eh ben oui, Bernard Arnault et les autres, ils partaient à l'étranger. Et sans on peut plafond. Pas avoir une Europe ouverte et François, sans plafond. Taxé. Ça marche sans plafond, la flat tax sans plafond, ça c'est partout en Europe. Sans plafond. C'est la plupart des pays européens. Sans plafond. Moi, j'ai vécu en Belgique, il n'y a pas de plafond en Belgique. C'est un voisin à côté. C'est un choix politique. Allez, je voudrais qu'on passe à nos sujets d'actualité. Éric Zemmour se prépare à la présidentielle. Ses ambitions sont de moins en moins secrètes. C'est dans Paris Match une grande enquête d'Émilie Lanez, très, très intéressante, où elle raconte comment un petit réseau est en train de se monter autour de lui. Le nom de son mouvement pourrait être Vox Populi, la voix du peuple. Il y aurait le Floch Prigent, l'ancien patron de la SNCF, qui lui donnerait des cours d'économie. Est-ce qu'on a raison d'en parler déjà ce matin? Est-ce qu'on a raison de lui accorder cette importance aujourd'hui à 1 an de la présidentielle et tant qu'il n'est pas candidat? En tout cas, il est à la une de Valeurs Actuelles. Il y a 24 pages, je crois, dans Valeurs Actuelles et Paris Match, je vous dis 6 pages. Peut-être qu'on peut écouter un extrait de l'interview d'Émilie Lanez à propos de son enquête. Il se prépare très, 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 très activement et surtout très, très concrètement. Il réfléchit à un nom de parti, il élabore une date pour annoncer sa candidature, il se fait faire des notes sur différents sujets, les rares sujets où il reconnaît ses faiblesses. Il consulte à tout va, il va même des rencontres, des industriels, des mécènes, des gens qui pourraient le soutenir. Aujourd'hui, 8 juillet, Éric Zemmour se prépare à être candidat à l'élection présidentielle, oui. Alors, il est crédité de 5,5% des voix. Certains disent que c'est même plus que certains autres candidats. Il dépasserait Anne Hidalgo, par exemple. Vous en pensez quoi? Thomas, Porte? Je commence avec vous. Vous connaissez peut-être ma réponse. Vous le soutenez? Vous soutenez cette candidature? Qu'il ait 24 pages dans Valeurs Actuelles, ça me surprend pas du tout, parce que ça sera certainement son organe de presse favori pendant la campagne. Mais bon, moi,
Bon, je suis assez sidéré, effectivement. On lui donne assez d'importance en lui accordant 1 heure de télé déjà tous les soirs. Moi, je rappelle quand même, on a une personne qui est tous les soirs à la télé, qui va être candidat certainement à la présidentielle, d'après ce qu'on nous dit, parce que ça fait 1 mois qu'on entend, on réfléchit, il consulte, il pense, on pense que. Donc, c'est des petits bruits qui sont alimentés. Mais je rappelle qu'Éric Zemmour, c'est quand même une condamnation pour provocation à la discrimination raciale, injure et provocation à la haine envers les musulmans, provocation à la haine pour religieuse envers les musulmans. Donc, on a une personne multirécidiviste condamné pour des appels à la haine, qui va être candidat à l'élection présidentielle. Enfin, je pense qu'il faut remettre les pieds sur terre. Et c'est pas sérieux, mais effectivement, par exemple, aujourd'hui, l'équipe de campagne de Zemmour, qui est organisée autour de la mairie d'Orange, puisque c'est un collaborateur du maire, Bompard, qui a lancé la pétition. C'est le fils de Bompard qui, aujourd'hui, a créé le mouvement Zemmour en France. Tout ça est très organisé par des réseaux très à droite, mais bon, je sais pas si on a raison d'en parler. Moi, chaque fois qu'on parle de lui, je trouve que ça lui fait trop de publicité par rapport à la haine qu'il distille à longueur de journée. Ouais, mais alors d'abord, je pense qu'il ne distille pas. Il est crédité d'un certain nombre d'intentions de vote, tout de même, plus qu'Anne Hidalgo, par exemple. Juste pour terminer sur les sondages, on peut reprendre les sondages à la veille des élections des régionales et voir les résultats qui ont été faits. Donc les instituts de sondage et les projections aussi, il faut quand même les prendre avec des pincettes. C'est exactement le mouvement inverse. Sophie a pris la parole. C'est exactement le mouvement inverse de Manuel Valls. C'est extraordinaire, la connivence média-politique. Il y en a un qui faisait de la politique qui va dans les médias, il y en a un qui était dans les médias qui va en politique. D'abord ça, c'est malsain. Ensuite de ça, je trouve beaucoup de qualités à Éric Zemmour. Je trouve qu'il est terriblement cultivé, qu'il a vraiment une analyse intelligente. Je pense qu'on a beaucoup exagéré et je pense qu'il n'y a pas d'incitation à la haine raciale, c'est pas vrai. Bon, il y a eu un jugement. Il y a un jugement, d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, on qualifie de haine raciale, ce qui est pas voilà. Non, mais ça s'appelle la vérité judiciaire, Sophie. Pardon. Là aussi, c'est comme la vérité scientifique. Si on met tout en. Ok, je reviens dessus. Très bien, c'est la vérité judiciaire. Ok, haine raciale, très bien. Je ne partage pas personnellement ce sentiment. Je suis archi contre sa candidature. Je trouve lamentable qu'on fasse des pages et des pages pour cette candidature. C'est une voix qui est utile. Je pense que toutes les voix sont utiles dans le pays. Et que si on fait tout ça, pardonnez-moi, mais le phénomène médiatique est effectivement dommageable. Donc pour résumer ma position, Éric Zemmour m'intéresse très souvent. Je ne suis pas pour toutes ses positions et je suis très contre qu'il se présente. Et enfin, je conclus en disant que je suis absolument convaincue qu'il ne se présentera pas. Je ne sais pas. François Monboisse? Oui, moi je ne pense pas qu'il y arrive non plus. Je pense que c'est très différent d'être un éditorialiste qui fait parler à la télé et puis de faire une campagne présidentielle. Il me semble que ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire arriver un peu de nulle part sans avoir été élu avant et prendre le pouvoir en 1 an, fait croire à plein de gens que c'est facile. Mais Macron, il y a 5 ans, il avait déjà planifié, il avait déjà fait des réunions de financement, il avait déjà une stratégie, et il connaissait l'État par cœur. Et le monde politique par cœur. Zemmour, il le connaît en tant qu'éditorialiste. Donc, je pense qu'entre avoir une petite équipe de 3-4 personnes, réfléchir, préparer un livre et faire une campagne, il y a un monde. Moi, je ne pense pas qu'il y aille. Je pense qu'effectivement, là, c'est une pré-campagne qui l'aide peut-être à récolter des soutiens et de l'argent, parce que ça coûte très cher une campagne. Bien sûr. Oui, c'est ça, combien de divisions? On a reproché à Macron d'avoir fait des tournées à l'étranger pour récolter des sous, parce qu'il faut des sous quand vous n'avez pas un parti derrière, pour organiser des réunions, des meetings, c'est une logistique énorme. Moi, je connais un peu, je fais une campagne municipale dans ma ville, déjà, mais c'est vraiment du boulot, quoi. Et c'est usant quand on n'a pas l'ossature d'un parti derrière. Donc je pense que c'est un peu un tour de piste, mais je ne pense pas qu'il y aille. Sacha nous dit Zemmour pourrait, sans être élu au final, faire bouger les lignes lors des débats et ainsi mettre en avant les contradictions d'autres prétendants à la présidence. D'autres auditeurs nous disent qu'il fera baisser le RN. Chris nous dit, et ça me ravit. Il sera dans le débat. Je pense pas il sera dans le débat et il risque d'être, le Christiane Taubira aujourd'hui du candidat LR. Alors est-ce qu'il fera plus perdre LR ou RN, Nicolas Corato? Non, mais... D'abord, oui, effectivement, il y a du rififi à l'extrême droite. C'est aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le gâteau est assez gros et qu'il y a de plus en plus de prétendants. Et de plus en plus de critiques, d'ailleurs, sur la ligne qu'a adoptée Marine Le Pen, qui passe pour trop institutionnelle, trop normale, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, ce qui me marque dans
la candidature de Zemmour, et c'est ce que disait un peu François et votre auditeur, c'est que ça fait longtemps qu'il est candidat, Éric Zemmour, d'une certaine manière. Ça n'est qu'une clarification. C'est-à-dire qu'il a déjà fait bouger les lignes. Il a déjà fait bouger les lignes idéologiques. L'audience qu'il a, la popularité qu'il a, les ventes que ses livres font, ont déjà distillé très très largement dans le débat public et dans l'espace politique les thèses qu'il défend, auxquelles je m'oppose en tout, mais qu'il défend et que beaucoup de Français, il faut le reconnaître, prennent au sérieux. Moi, je pense que tout ça est une imposture, y compris intellectuelle. Je ne suis pas du tout d'accord avec Sophie de Menton. Troisièmement, moi, ce qui me choque dans cette candidature... Pourquoi une imposture intellectuelle je pense que Éric Zemmour, pardonnez-moi, c'est un débat beaucoup trop long, mais je pense qu'Éric Zemmour est une imposture intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut lire ses livres. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, il ait des gens qui lui parlent en face à face et pas dans des émissions complètement calées pour sa majesté Zemmour. Il faudrait qu'il ait des contradicteurs. Mais quand vous lisez ses livres, on peut prendre page par page, vous mettez des historiens en face, vous mettez des sociologues, vous mettez tous les chercheurs qui existent et qui vous démontrent page par page, phrase par phrase, les livres d'Éric Zemmour. Simplement, comme on n'a jamais réussi ou osé le mettre dans cette situation de contradiction, effectivement, il débute... Non, écoutez, franchement, ça fait plusieurs années qu'il est sur un plateau avec une animatrice qui fait le passe-plat et qui le relance, sans jamais aucune contradiction, et des chroniqueurs qui sont juste là pour le mettre en valeur. Franchement, intellectuellement, c'est une misère. C'est d'une misère. Attendez, Sophie, je n'ai pas fini. Troisièmement... Attendez, laissez Nicolas terminer. Troisièmement, moi, ce qui me choque dans cette candidature, c'est Éric Zemmour, candidat à la présidence de la République. Mais moi, j'aimerais qu'Éric Zemmour nous dise quel est son rapport à la République. Il ne fait que ça, il ne fait que ça d'expliquer son rapport à la République. Quand j'entends Éric Zemmour, j'entends quelqu'un mais ça vous convient pas, sauf qu'il le dit. Bah oui, mais sauf que lui, il estime qu'il est républicain et que son rapport à la République, c'est celui-là. Quand on vous dit, quand Éric Zemmour nous dit que l'état de droit n'est plus qu'une option, pardon, Éric Zemmour n'est pas républicain. Donc, quand on n'est pas républicain, se présenter à l'élection du président de la République, moi, ça me pose une petite difficulté. Il n'est pas républicain pour vous, mais il l'est pour d'autres, François. C'est pas un problème. Oui, mais ça clarifie les choses, François. Voilà. Juste un tout petit mot pour dire que... On rappelle qu'il fait pratiquement 800 à 900 000 téléspectateurs tous les soirs. Et Sacha toujours nous dit des contradicteurs, il en a eu lors de plusieurs débats, mais ils ne sont pas assez cultivés face à lui. Et il a des débats avec des contradicteurs régulièrement. Mais c'est sûr, on l'a vu face à Manuel Valls. Vous imaginez le contradicteur quand même. Non, il a eu d'autres personnes. Sophie. Oui, vous parlez d'abord d'une émission. Il y en a une autre qui est Zemmour et Nolo. Nolo est un journaliste que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a une émission où ils invitent vraiment des grands intellectuels. Ça dure 1h30 et c'est une contradiction assez forte de tout ce que dit Zemmour. Je pense que là où vous avez tort, c'est que c'est un homme qui est éminemment cultivé et que non, quand on regarde, y compris les intellectuels, quand on regarde ses bouquins, on peut ne pas être d'accord. Mais non, il y a une vérité historique dans ce qu'il dit. Donc voilà, on n'est pas obligé de l'accuser de tous les maux. Mais là où je suis d'accord avec vous, je pense qu'il n'a pas sa place en politique. Je pense qu'il a sa place dans le débat public. Je pense que oui, il a fait bouger les lignes. Je pense qu'il y a énormément de choses dans ce qu'il dit, peut-être qu'il faut enlever, et énormément de choses qu'il faut garder. On avait besoin de cette voix, la France ne l'avait plus, et les Français s'y retrouvent. Sinon, d'ailleurs, il n'en serait pas là. Et c'est malheureux, c'est malheureux parce que je pense qu'il a une place très simple de contradicteur et qu'il faut qu'il reste là. Et pour reprendre ce qui a été dit sur le fifi à l'extrême droite, je pense qu'il y en a à cause des résultats des régionales quand même. C'est-à-dire que le Front National, enfin le Rassemblement National régional a été extrêmement déçu. Ils ont perdu pratiquement la moitié de leurs élus et ils n'ont pas du tout eu les scores que donnaient les sondages. Et là, Thomas Porte a raison. Comment peut-on faire confiance à un sondage qui parle de 5,5 pour Zemmour, alors que 3 jours avant les régionales, on nous disait que Muselier c'était extrêmement serré en PACA. Enfin, les sondages se sont vraiment plantés sur toutes les régionales qui étaient 3 jours après, et on prédirait les présidentielles dans 10 mois. C'est pas très sérieux. Absolument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio.
Allez, on va changer de sujet. On va parler qu'est-ce que je ne trouve pas le mot, du cafouillage, encore une fois, du gouvernement qui nous ce matin nous recommande de ne pas aller en Espagne ni au Portugal. Il faudrait juste qu'on leur rappelle qu'on est le 8 juillet, que la plupart des gens ont déjà prévu leurs vacances. Donc je doute qu'ils annulent. Et puis on a un petit peu de mal à les suivre aussi. Moi, j'étais atterrée de découvrir que Clément Beaune avait lui-même découvert qu'il n'y avait pas de contrôle dans les aéroports français. Donc il y a au moins un membre du gouvernement qui prend l'avion, on est content de le savoir, et qui se rend compte que oui, il n'y a pas de contrôle. Moi, je suis allée en Autriche, je suis revenue, il y a eu des contrôles là-bas, on vous demande d'avoir le vaccin ou le test PCR, vous rentrez en France, vous arrivez d'Autriche où il y a des gens qui viennent de tas de pays du monde, qui est un hub important, et aucun contrôle. Donc il y a à la fois un discours extrêmement alarmiste et derrière une espèce d'inconnu de la situation. François, vous avez la même réaction? Ce qui est surtout amusant, c'est que le même gouvernement a répété pendant un an que le virus ne connaît pas de frontières, qu'il ne fallait pas de contrôle aux frontières, que c'était ridicule. C'est surtout ça, je trouve, qui est aberrant. Et aujourd'hui, on nous dit non, il faut rester chez soi et plus aller dans les pays étrangers. Ouais. Mais retrouvez la fameuse interview de Macron, le virus ne connaît pas de frontières, ça sert à rien de faire des contrôles. Bah oui. Mais encore une fois, je voudrais savoir qui est à la tête des administrations, des aéroports, des douanes. Je ne comprends pas. Je veux dire, j'ai interpellé Augustin de Romanet des dizaines de fois, parce que les entrepreneurs, effectivement, au sein du mouvement éthique, c'est ceux qui voyageaient, qui font une remontée d'informations, qui font d'ailleurs très attention pour leurs salariés, beaucoup plus que tout le monde, alors que c'est eux qu'on accuse souvent de tous les maux de la pandémie. Donc je voudrais comprendre, je pense d'ailleurs qu'il serait du devoir de Sud Radio de faire un appel officiel pour demander qu'on nous réponde. Je veux dire qu'il y a un ministre, il y a un Premier ministre, il y a des patrons d'aéroports, il y a un ministre qui contrôle les frontières. Moi, je lance un appel officiel. Est-ce qu'on peut nous répondre? Parce que c'est vrai, je l'ai vérifié moi-même. Nous ne sommes pas contrôlés lorsqu'on rentre en France. Il n'y a pas du tout des process qui sont rigoureux. On a tout proposé. Il y a des boîtes privées. Il y a des bordels. Pardon d'employer des mots grossiers, mais dans les aéroports en ce moment à Paris, c'est un gigantesque bordel. Et il y a des gens qui ne sont pas revenus du chômage partiel. J'ai un ami qui a pris l'avion l'autre jour. Il y avait 7 personnes qui avaient embarqué. Les autres étaient bloqués et il entendait les hôtesses parler et qui disaient bah oui, mais comme ils sont pas revenus du chômage partiel, il y a moins de monde de contrôle, etc. Et donc les gens sont les uns contre les autres amassés dans l'aéroport. C'est invraisemblable, absolument invraisemblable. Et donc on nous dit ce matin faut pas aller en Espagne ni au Portugal. Bah oui, je sais pas, vous en pensez quoi, vous Nicolas Corato? On sent que c'est toujours un peu la panique à bord au gouvernement, c'est-à-dire que on a du mal à stabiliser la situation. Après, on peut comprendre aussi que l'évolution de l'épidémie est quand même très 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 irrationnelle et très difficile à anticiper. Donc moi, je pense qu'il faut être un peu. Je serai un peu plus nuancé. Après, je vais vous dire, le vrai sujet, c'est qu'en France, on est très très bon pour faire des normes. Alors ça, des ordonnances, vous pouvez les lire. Je pense qu'on pourra caler toutes nos armoires pendant 2 siècles dans ce pays avec le nombre d'ordonnances qui ont été édictées pendant 1 an et demi. La difficulté, ensuite, c'est de les mettre en application. C'est-à-dire qu'on a une administration aujourd'hui qui produit de la norme, mais qui ne l'applique plus ou qui l'applique mal. Et il faut qu'on s'interroge là-dessus, vraiment sur ce sujet. Vous parlez des aéroports, regardez les contrôles. Les contrôles, alors on ne va pas être d'accord avec Sophie, mais ce sont aujourd'hui des sociétés privées auxquelles on a délégué le contrôle de sécurité dans les zones d'embarquement. Et effectivement, oui, il n'y a plus nécessairement les mêmes notions d'astreinte, il n'y a plus les mêmes notions de mobilisation. Et il faut qu'on réinterroge tout ça. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la fabrication de la norme et son application. C'est le contraire, parce que s'ils sous-traitent, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, alors qu'on fait une fonction publique pour ça. Donc ils sous-traitent à des entreprises. Et moi, je voudrais dire que lorsqu'on sous-traite une entreprise, on lui dit mettez-moi 10 personnes alors qu'il en faudrait 20. La boîte privée, elle met les 10 personnes qu'on lui demande. Et c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire qu'une boîte privée, elle obéit au cahier des charges. Mais on est d'accord, quand elle n'a Sophie. pas les moyens d'exécuter, voilà. Moi, je ne mets pas en cause la société privée, je mets en cause le délégataire. Ouais. Je suis d'accord. Thomas Porte, sur ces injonctions du gouvernement qui ne sont pas très au courant même de ce qui se passe. On est un peu toujours surpris de cette impréparation. On a l'impression qu'on revit toujours la même situation et qu'on a toujours les mêmes débats où ça fait 6 mois qu'on dit mais il y a un écart entre le discours et les actes. Moi, pareil, il y a quelques semaines, je suis allé à Bruxelles.
Donc je suis resté plusieurs jours. J'ai fait un test là-bas parce que je pensais que j'allais être contrôlé à la gare en revenant à Paris, gare du Nord. Et effectivement, je suis descendu du train et il n'y avait personne. Donc même moi, j'ai été surpris. Il y a une espèce de décalage, mais je partage ce qui a été dit, c'est qu'on a aussi affaibli durablement la fonction publique. On pouvait avoir des effectifs avant qui étaient à même de mener des contrôles sur le terrain. Et aujourd'hui, on a une délégation vers le privé qui n'est pas à la hauteur. Et on ne met pas en cause la question de la sous-traitance. La sous-traitance, elle fait par rapport au cahier des charges qu'on lui demande. Ça, c'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les effectifs. On n'arrive pas à mettre des conditions pour créer des contrôles qui sont nécessaires. Moi, je suis quand même surpris qu'on en soit encore avec un ministre qui découvre, qui n'ait pas de contrôle, mais qui est le chef à bord de ce gouvernement, qui prend les décisions. Absolument. Enfin, il y a quand même une espèce de sensation où déjà on est pendu à la parole présidentielle pour savoir tous les 24 heures ce qui va se passer. Et ils viennent nous expliquer qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans nos propres aéroports. Oui. Ça pose quand même une question sur la gestion. Et ce que je ne comprends pas dans la gestion du gouvernement, c'est le gouvernement qui annonce donc des mesures la semaine prochaine. Soit c'est grave et il y a urgence et on prend les décisions. On n'a pas besoin de... Moi, hier, je me suis dit, mais on est quel jour là quand ils annoncent lundi prochain? Et puis, à l'époque de Hollande, on parlait de couac. On n'en parle pas pour le gouvernement Macron. Mais quand on a Clément Beaune qui dit, nous allons prendre des mesures renforcées, je déconseille aux Français de programmer leurs vacances dans ces pays, Portugal, Espagne. Gabriel Attal, lui, déclare n'avoir pas de recommandations à faire tout en incitant à la prudence dans tous les lieux. Enfin... Il y a peut-être deux niveaux, Valérie. Je pense que les annonces qu'on nous annonce, entre guillemets, pour la semaine prochaine, sont des annonces qui nécessitent un peu de préparation, notamment en termes de concertation, puisque on nous prévoit quand même des mesures assez liberticides. C'est ça qui risque de nous pendre au nez. Et effectivement, quand on commence à envisager un pass sanitaire qui deviendrait obligatoire, par exemple, pour aller au restaurant, je pense qu'il faut un peu de temps pour préparer la mesure. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un peu de temps pour en débattre. Ce serait bien qu'on en débatte aussi. Oui. Donc on a quand même il y a ces mesures-là, et puis il y a effectivement le couac autour de nos déplacements qui est invraisemblable. Mais ça, il faut que les ministres prennent les avions de ligne, et puis peut-être qu'on sera un peu plus connectés les uns aux autres. Voilà, on ne va pas entamer ce débat sur les libertés maintenant. On n'a plus le temps. Je vous signale quand même qu'en Autriche, toujours quand vous rentrez dans un restaurant, on vous demande soit votre vaccin, soit un test PCR dans tous les restaurants, tous les cafés, tous les lieux qui accueillent du public, et visiblement, en tout cas chez eux, ça ne pose pas de problème. Mais on va y revenir évidemment peut-être demain. Merci à tous les quatre. En tout cas, dans un instant, Christine Bouillot, pardon pour le petit retard. À demain.